Alors bonjour à tous, nous nous retrouvons pour essayer de faire votre culture générale sur cette notion du programme qu'est le travail. Et donc voilà, on va faire une espèce de liste d'exemples, un réservoir d'exemples que vous pouvez utiliser dans une dissertation sur le travail. Je vous invite à prendre des notes dans votre cahier sur ces différents exemples. Alors, premier exemple, qui n'est pas très sexy, hein, il y a plein de chiffres qui s'affichent au tableau. C'est une étude qui date un peu, mais qui a été faite très sérieusement et qui est du coup intéressante. Euh, une étude qui a été faite en 2005, un sondage qui a été fait, publié en 2005, mais fait un peu plus tôt. C'est une époque où l'euro venait d'être mis en place, donc les gens, certains calculaient encore en France, pour ça qu'il y a des chiffres en francs, des chiffres en euros, et voilà, ils ont mis les deux à chaque fois dans l'étude. Ils prennent des jeunes moins de 25 ans qui ont des ressources mensuelles qui sont inférieures à 1068 euros, donc à peu près le SMIC de l'époque. Et qui ont un niveau de formation initial qui est inférieur ou égal au bac. Donc c'est des gens qui ne vont pas avoir des possibilités d'avoir des immenses revenus. Et on leur demande, voilà, si je vous verse une allocation universelle de 300 euros, donc 2000 francs, qu'est-ce que vous faites? Ce premier exemple, je l'ai choisi parce qu'il montre qu'en fait, peut-être que le travail, c'est pas si horrible que ça. Donc on va commencer par du positif. En fait, qu'est-ce qui se passe? On pourrait se dire, 300 euros quand même sur 1068, c'est un tiers de leur salaire. Est-ce qu'ils pourraient pas réduire leur travail? En fait, ils sont que 16% à le faire. Euh, la plupart d'entre eux, 55%, avec l'AU, c'est-à-dire l'allocation universelle, ils ne changeraient rien. Okay. Et après, on leur demande pourquoi. Pourquoi est-ce que vous changez? Enfin, ceux qui ont répondu, hein, voilà, qui changeraient rien, pourquoi? Et en fait, la réponse qu'ils donnent à plus de la moitié, c'est parce que leur emploi est intéressant. C'est même pas parce que 200 000 francs, c'est insuffisant. Hein, s'ils gagnaient seulement ça. D'accord, ils n'auraient pas juste arrêté à travailler. Voilà. Alors, il y en a quand même pas mal qui disent c'est quand même suspect ou anormal qu'on nous verse 200 000 francs sans contrepartie. Bon, ça, il y en a quand même 20% qui trouvent ça bizarre, quoi, quand on leur pose la question dans le sondage. Mais quand même, plus de la moitié d'entre eux, ils continueraient leur travail parce que leur travail est intéressant. Vous n'avez pas besoin de noter tout dans le cahier, en fait, hein, vous avez juste besoin de noter que statistiquement, si on verse aux gens une allocation universelle, c'est-à-dire vraiment pour tout le monde, sans contrepartie, la plupart des gens, en fait, vont continuer à travailler. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils aiment leur travail. Et ça, c'est quand même intéressant pour se dire que voilà, le travail n'est peut-être pas si horrible que ça pour plein de gens. Et ça permet aussi de remettre en cause cette idée que le travail est toujours lié à une nécessité. C'est pas si net. Et du coup, la distinction entre travail et loisir productif peut peut-être être remise en cause. Ensuite, un autre exemple dans la catégorie le travail c'est génial. Alors un exemple beaucoup plus extrême, nous allons voyager en Thaïlande et nous allons voyager en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez imaginer que vous êtes sous les ordres du colonel Nicholson, vous êtes un soldat anglais et vous avez été fait prisonnier par le colonel Saito. Et le colonel Saito vous demande de construire un pont au-dessus de la rivière Kwai. Donc en fait vous êtes en train, on vous demande de construire un pont pour vos ennemis, hein, qui va servir du coup à transporter des armes et des hommes qui vont tuer vos camarades. Ce qui est très étonnant, c'est que, donc c'est fondé sur une histoire vraie, mais là je me fonde surtout sur le film, le colonel Nicholson a accepté de construire ce pont et a exigé de ses hommes qu'ils le fassent. Alors que, un, c'est pour l'ennemi, deux, c'est dans des conditions climatiques très dures, hein, il fait chaud, c'est la jungle, il fait humide, enfin voilà, et ils sont pas payés, ils sont prisonniers, d'accord, c'est vraiment du travail d'esclave en quelque sorte, ils sont transformés en esclaves. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi ils font ça? Le colonel Nicholson, il a cette idée qu'il a besoin que ses hommes restent en forme physique et intellectuelle. Parmi ces hommes, il y a des ouvriers, des soldats du rang et qui du coup vont faire un travail d'ouvrier, mais il y a aussi des ingénieurs militaires. Et donc en fait, il a envie de continuer à les exercer. Il se dit aussi que voilà, non seulement les maintenir en forme, mais aussi que le travail va éviter une forme d'ennui, voire de déprime qui peut s'installer si on est juste prisonnier et qu'on n'a rien à faire. Et puis le dernier point qui est aussi très intéressant, c'est qu'il va utiliser les compétences de ces hommes comme un argument de vente,
non, un argument, voilà, dans son rapport de force avec le colonel Saito. Le colonel Saito, lui aussi, il a des hommes, lui aussi, il a des ingénieurs, mais il s'avère qu'ils sont beaucoup, beaucoup moins performants et compétents. Et donc, le colonel Nicholson, l'enjeu du début du film, ça va être de faire sentir à Saito qu'en fait, il est indispensable. Le travail, quand on est compétent, quand on est irremplaçable même, permet de se rendre indispensable. Et donc, on commence à pouvoir inverser le rapport de force. Ça va lui permettre d'exiger des choses de Saito et peut-être d'en exiger de plus en plus. Okay. Alors évidemment, il joue un jeu dangereux et la fin du film, que je ne vous spoilerai pas, je spoil souvent des films, mais là, c'est pas le cas. Ça va être, du coup, quand même, est-ce que ça ne devient pas de la collaboration avec l'ennemi au bout d'un moment ? Même si au début, le colonel Nicholson fait ça pour maintenir ses hommes en bonne santé, pour voilà, physique, mental, etc., intellectuel, et même s'il fait ça pour avoir des arguments dans le rapport de force avec le colonel Saito, est-ce que ça ne devient pas de la collaboration au bout d'un moment ? À nouveau, vous n'avez pas besoin de tout noter, de noter que voilà, le colonel Nicholson fait travailler ses hommes malgré les conditions très dures pour la santé mentale, physique et intellectuelle et pour pouvoir inverser le rapport de force. C'est déjà pas mal. Ensuite, on passe dans un autre extrême. À partir de maintenant, les exemples seront plutôt négatifs. Même époque, mais en Allemagne, enfin en Pologne très exactement, aujourd'hui en tout cas, à Auschwitz. À Auschwitz, je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà, sur le portail d'entrée était écrit cette phrase, les journalistes sauront traduire, Arbeit macht frei, le travail rend libre. C'est d'ailleurs une citation de Hegel. Cet exemple est intéressant parce que ça pourrait ressembler à la situation du pont de la rivière Kwai. On a des gens qui travaillent dans des conditions très dures sans être payés, qui sont des esclaves, esclaves des nazis, esclaves des japonais dans un cas, mais bon, voilà. Le colonel Nicholson, il aurait très bien pu dire le travail va nous rendre libres, en fait. Là, les nazis ont écrit ça, pourtant ce n'était pas le cas. Et ça nous rappelle qu'il faut des conditions particulières, en fait, pour que le travail développe la santé physique, mentale et intellectuelle des gens, pour que le travail permette de gagner un rapport de force. Là, ces conditions n'étaient évidemment pas réunies, ne serait-ce que parce qu'ils étaient totalement remplaçables. Le colonel Nicholson avait su se rendre irremplaçable. Là, en fait, il en mourait 1 ou 2 ou 10, on les remplaçait par d'autres déportés qui arrivaient tout frais dans des nouveaux wagons. Donc, évidemment, le travail source d'épanouissement, c'est pas possible dans tous les contextes. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'être payé, d'après le colonel Nicholson en tout cas, mais il y a quand même des conditions qui doivent être remplies. Si on est remplaçable, et dans ce cas-là, on peut être traité comme un moins que rien, très clairement. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, exemple suivant, je vais vous montrer un court extrait d'un film qui s'appelle Les temps modernes de Charlie Chaplin, qui est très célèbre. En regardant l'extrait, vous pouvez vous demander, en fait, comparer dans votre tête le rythme que suit l'ouvrier, joué par Charlie Chaplin, et le rythme que suit le patron, qui sont quand même très différents. On va regarder ça. Là, il regarde à la caméra ce qui se passe dans l'usine. Atelier 20, plus vite, 4-1.
Chef d'équipe, attention! Il y a des ennuis sur les chemins de 20. J'aperçois un écrou mal serré. Chef d'équipe, attention! Max, atelier 20, encore plus vite. Mettez 4-7. Équipe de relève à votre poste. Équipe de relève à votre poste. Alors, ce que vous voyez dans cet extrait, et ce qu'il faut noter, c'est que c'est un très bon exemple d'une cadence assez infernale qui est imposée aux ouvriers dans les usines. C'est dans le cas d'une organisation du travail tayloriste. Si vous ne voyez pas ce que c'est, il y a une vidéo avec toutes les définitions. C'est-à-dire, en fait, dans un cas de surspécialisation des tâches, c'est-à-dire que Charlie Chaplin, qu'est-ce qu'il fait? Il serre juste des boulons toute la journée. C'est un exemple d'une cadence qui obéit à 3 caractéristiques. 1, elle est très rapide, d'accord. Deuxièmement, elle est subie. Vous voyez que c'est pas du tout Charlie Chaplin qui décide du rythme de son travail, donc c'est pour ça qu'on va appeler ça une cadence, justement. Et puis, le troisième point, c'est qu'elle est extrêmement répétitive. Et donc ça va faire que voilà, c'est quelque chose qui est assez difficilement soutenable. Alors qu'à l'inverse, le patron, lui c'est tout l'inverse. Son rythme est assez lent, d'accord. Il peut faire des pauses quand il aura fini son puzzle, il le contemplera. Jamais Charlie Chaplin pourra contempler le nombre d'écrous qu'il a fait. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est lui qui s'impose son propre rythme, donc c'est choisi. Et puis, dernier point, c'est pas répétitif, c'est à chaque fois nouveau. Chaque pièce de puzzle invite à une nouvelle réflexion, donc ça n'est pas répétitif. Donc en tout cas, voilà, à noter, exemple de cadence rapide, subie et répétitive. Exemple suivant, nous allons essayer d'élargir notre réflexion à l'époque actuelle. Parce que là, comme exemple de travail pénible, j'ai parlé d'Auschwitz, j'ai parlé de Charlie Chaplin, mais vous pouvez vous dire, non mais ça n'existe plus à notre époque, en fait, des usines comme ça. En fait, si, mais peut-être pas en France. Et il y a une association qui s'appelle Éthique sur l'étiquette, qui essaye de sensibiliser les gens à ça. En se disant, en fait, nous, on se sent protégés de ces conditions de travail parce qu'elles ne sont pas en France, mais en fait, nous achetons notamment des vêtements qui ont été produits à l'autre bout du monde, dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Donc, d'où une de leurs campagnes de pub, c'était « Il est mortel ce jean », au sens, ouais, il est vraiment mortel. Et je pense que s'il y avait une seule chose à noter, à retenir du travail de cette association, c'est la différence entre salaire minimum et salaire vital. Parce que voilà, c'est une bonne indication. Le pire pays de ce point de vue-là, et ça je pense que voilà, moi c'est celui que je retiendrai, que je noterai à votre place, c'est le Bangladesh. Vous pouvez regarder là tout de suite sur vos vêtements où est-ce qu'ils ont été fabriqués. S'ils avaient été faits au Bangladesh, pas bon. Parce que le salaire minimum dans ce pays-là est de 50 € par mois. Alors, le coût de la vie n'est pas le même, clairement. Alors que le salaire
Vital, ça serait de 259 € par mois. Donc cette association, en fait, reprend le calcul du salaire vital selon une autre association qui s'appelle Asian Floor Wage, bref. Voilà, donc c'est un travail très sérieux qui a été fait pour essayer de voir quel est le coût de la vie, de quoi on a besoin pour vivre dans ces pays-là. Le problème, c'est que un écart aussi grand entre le salaire minimum et le salaire vital, donc là 50, 250, hein, si vous connaissez cet ordre de grandeur-là, ça suffit, donc un écart de 5, ça va causer énormément de problèmes, ça va causer, en fait, les gens ne vont pas avoir de véritable logement, donc ça veut dire des bidonvilles, ça veut dire de la mendicité, ça veut dire du travail des enfants, très jeunes, parce qu'on a besoin qu'ils contribuent aux charges de la famille, ça peut vouloir dire de la prostitution pour compléter le salaire dans certains cas, ça peut vouloir dire des heures sup absolument délirantes, ça existe dans pas mal de pays d'Asie, donc vous voyez, ça pose un véritable problème, donc c'est pour nous rappeler que ça existe encore aujourd'hui et que nous avons quand même une responsabilité quand on achète des vêtements qui viennent de là-bas. Tout dernier exemple, c'est juste très simple, c'est un slogan de mai 68, donc mai 68, vous voyez, c'est cette période de grève étudiante d'abord, puis après ouvrière, etc. De manifestations étudiantes, d'ailleurs que de grève, parce qu'ils ne travaillaient pas forcément. Énormément de slogans en mai 68, il y en a plein qui sont très célèbres, sous les pavés la plage, il est interdit d'interdire, etc. Il y en a un qui peut être très utile dans les copies, c'est « je ne veux pas perdre ma vie à la gagner ». Ça, c'est une autre façon de voir les choses, de dire que le travail soit positif ou négatif, est-ce que la vraie vie n'est pas ailleurs? Est-ce que la vraie vie est vraiment dans le travail? Voilà. Donc ça peut être une réflexion, un slogan en tout cas, qui peut vous aider à réfléchir.